Cette semaine au balado, le projet de loi sur le contrôle alimentaire, les médias et l'immigration, la mort annoncée des médias traditionnels, sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, Jérôme, cette semaine, plusieurs articles fort intéressants. On a des tribunes de plusieurs auteurs, là, mais nous devons faire une sélection dans ce libre podcast. Le premier article de cette semaine qu'on va traiter ensemble, projet de loi C-293, le Canada vers un contrôle alimentaire total. Alors, dans ton article, Jérôme, tu as pu parler avec Sylvain Charlebois, qui est expert en agroalimentaire. Alors, selon lui, le projet de loi C-293 sur la préparation aux pandémies permettrait à Ottawa de s'immiscer dans les assiettes des Canadiens. Oui, c'est assez incroyable. D'ailleurs, c'est à la demande de certains lecteurs de Libre Média que je me suis penché sur ce projet de loi. Très étonnant, très inquiétant. Donc, C-293, qui est un projet de loi privé et ce qui expliquerait pourquoi on en a aussi peu parlé. En même temps, je trouve que, ça justifie pas, en fait, le silence des médias traditionnels sur la question. Monsieur Charlebois, d'ailleurs, là, alias The Food Professor, s'en étonne lui-même. Comment se fait-il qu'un projet de loi déposé en octobre 2022, quand même, ait pu passer sous le radar pendant aussi longtemps? C'est incroyable. Donc, en gros, il faut lire cet article. Il faut prendre connaissance de ce projet de loi qui a été adopté en passant. Hein. Donc, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais c'est un projet de loi privé. Les projets de loi privés ne sont jamais adoptés. » Non, il a été adopté déjà en juin dernier. Et c'est même, en fait, je vous fais un aveu, c'est un peu même incroyable que Libre Média n'avait pas encore, il faut dire, notre temps est limité aussi, mais qu'on n'avait pas encore analysé ça. Contrairement aux médias traditionnels, nous sommes libres de toute subvention. Oui, c'est ça. Donc, on travaille avec peu de ressources, mais bref, on a fait nos devoirs. On a contacté ce monsieur Charlebois qui nous apprend, c'est ça, bon, qui analyse, qui décortique le projet vraiment là, de manière chirurgicale et qui nous apprend, en gros, que les pouvoirs qu'on pourrait conférer à Ottawa et qu'on va conférer à Ottawa si le projet de loi est adopté après sa deuxième lecture au Sénat, c'est qu'il permettrait à Ottawa de suspendre finalement certaines activités agricoles au profit de ce qu'on appelle l'industrie des protéines alternatives. Et là, quand j'ai bien écrit protéines alternatives entre guillemets, c'est parce que c'est même le terme qui apparaît dans le projet de loi, un projet de loi qui est dystopique. Donc, en gros, on pourrait faire fermer les abattoirs parce qu'on dit que votre abattoir pourrait potentiellement et on est toujours dans l'hypothèse, hein, c'est-à-dire on est dans la prévention des risques et évidemment, l'héritage de la pandémie, c'est un peu la notion de risque zéro. Donc, arbitrairement, le gouvernement pourrait décider que votre abattoir peut-être est susceptible, par exemple, de développer la maladie de la vache folle ou de mener à des intoxications alimentaires ou d'être un milieu propice à l'éclosion d'une pandémie ou que ce soit un risque sanitaire même plus globalement. Donc, on prend sous prétexte de prévenir le risque d'une prochaine pandémie, très hypothétique, on peut fermer maintenant, on va pouvoir fermer au Canada des installations agricoles. Ça peut être aussi des usines de transformation. Et ce qui étonne aussi beaucoup M. Charlebois, c'est que d'abord, il n'en revient pas à quel point le projet est large. C'est-à-dire, et plus un projet est large, plus évidemment, on peut l'interpréter à l'avantage du gouvernement. Donc, les prérogatives sont extrêmement sont floues, dans le fond, d'une certaine façon. Donc, ça, il trouve que c'est inacceptable sur le plan juridique. Et c'est un projet, bien évidemment, qui est idéologique dans le sens où on est vraiment dans la promotion du véganisme là, officiellement au Canada. Donc, les conséquences sont prévisibles, là, c'est-à-dire qu'il s'agirait effectivement de promouvoir un régime alimentaire au détriment d'un autre. Donc, on est dans une sorte d'alimentation d'État. Donc, c'est le gouvernement qui
tout d'un coup, pourrait se permettre finalement de décider effectivement du contenu dans les assiettes des Canadiens. Donc, vous comprenez que dans une démocratie libérale, c'est du jamais vu, là. Oui, c'est difficile à comprendre aussi parce que, bon, moi, je fais beaucoup attention à à mon alimentation. Puis c'est drôle à quel point il y a une correspondance entre cet autoritarisme-là et, on pourrait dire, il y a une guerre à l'auto d'un côté, mais il y a aussi une guerre à la viande. Mais je ne comprends pas cette guerre à la viande, puisque la viande, spécialement la viande rouge, c'est véritablement l'aliment le plus nutritif et le plus complet qui existe sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et donc, et moi, plus que je fais des différents régimes, là, une bonne partie de l'année, je suis en carnivore, là, donc je coupe entièreté des hydrates de carbone et je me mets complètement sur la viande et uniquement. Donc, plus aucun sucre, plus aucun hydrate de carbone, complètement protéines et gras. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi dans une version plus soft, ça s'appelle le régime keto, là, donc un régime cétogène. Et ce que je me rends compte aussi de mon expérience, et là, il faudrait faire des études, et il y a des études qui se font en ce moment même, il y a ce qu'on appelle le brain fog en anglais, c'est-à-dire lorsque vous sortez des hydrates de carbone, notamment les céréales, les légumes et tout ça, plus aucun glucide, votre cerveau se met dans un autre état et cet état-là vous rend plus alerte, vous met on pourrait voir génétiquement, je suis sûr qu'il y a des liens avec un état de chasse là, à l'époque, lorsqu'on n'avait pas de ferme ni rien, on était en état de chasse lorsqu'on n'avait plus de sucre dû aux fruits qu'on avait mangés l'été, l'hiver, on était complètement là-dessus. Et donc, nos sens et notre cerveau et tout ça sont beaucoup plus allumés, beaucoup plus alertes. Et donc, en état de chasse. Moi, j'appelle ça l'état de chasse. Pourquoi est-ce qu'on veut promouvoir justement d'enlever l'ensemble de ce régime alimentaire, disons, lié à la viande pour nous mettre encore plus dans certains aliments qui créent une espèce de flou mental, un flou du cerveau. Et je ne veux pas être dans la théorie de la conspiration, mais c'est comme s'il y a il y a quelque chose derrière là, qui veut nous faire enlever la viande qui est absolument nécessaire et très, très, qui est pour moi l'aliment le plus important pour développer, disons, des cerveaux aptes à digérer l'information. Est-ce qu'on veut nous rendre, en d'autres termes, est-ce qu'on veut nous rendre stupides en faisant de la promotion de ce qui est finalement du poison pour le cerveau et pour la santé en général? Je sais pas. Moi, je suis pas un Je suis un peu spécialiste loin là, dans mes affaires. des diètes. Je suis pas ça. Puis d'ailleurs, je trouve que bon, dans le tout à la viande, pour moi, c'est quand même un peu le revers du véganisme, c'est-à-dire le 100% viande ou le 100% graines. Pour moi, c'est un peu la même chose, entre guillemets, là. C'est-à-dire, c'est quand même On est plus omnivore là, pour toi. c'est un peu extrême droite, extrême gauche, là, autrement dit, là. Mais donc, moi, je connais pas évidemment les. Une version diététique des algorithmes là, et de leur propension à polariser. Mais on se renvoie la balle, tu comprends? Idéologiquement, on voit qu'il y a un camp, bon, il y a un camp vegan, puis un camp carné. Donc, il y a une sorte de polarisation, en fait, là. Puis moi, je connais pas les bienfaits à droite et à gauche, là. Puis honnêtement, j'ai pas vraiment le temps de me pencher là-dessus. Mais donc, oui, il y a une polarisation. Ça va venir quand tu vas être plus vieux. C'est avec la vieillesse, on fait attention à ce qu'on mange. Tu es encore trop jeune pour t'intéresser à ça. Ouais, mais je fais quand même attention, mais donc, j'ai pas. C'est pas un intérêt que j'ai développé. Mmh. Mais cette politisation de la diète, là, comme Ouais, tu c'est viens ça, de ça m'intéresse. Ça mentionner, moi, m'intéresse, c'est ça. je suis peut-être plus dedans, donc je milite là, en ce moment là, dans mon commentaire. Toi, tu as un regard plutôt journalistique d'extérieur, c'est-à-dire que tu n'es pas impliqué dans un camp ou un autre de cette polarisation, Enfin de neutre. politisation de la diète, mais il y a quand même quelque chose, justement, dans ce cas-ci, cet article-là et ce projet de loi-là qui est devenu loi, comme tu l'as mentionné, on est on a pris un camp d'un côté. Oui, oui, c'est On est ça. Oui, tout à fait. véritablement du côté vegan, c'est-à-dire qu'on considère la viande comme étant mauvaise et on veut obliger tout le monde et tous les Canadiens où on se donne les pouvoirs pour éventuellement restreindre la diète des Canadiens pour l'orienter vers le Oui, véganisme. oui, oui. Donc, Non, comment comprendre cette politisation de la diète? c'est complètement fou. Ben d'abord,
il y a tout un courant de fond idéologique, c'est-à-dire dans mon livre Le Retour du bon sauvage, je l'évoque, je pense, là. Bon, je dis je pense parce que je l'ai publié en 2015, là, donc ça commence à. On oublie ce qu'on écrit. Mais tout le courant vegan, etc., bon, c'est-à-dire que ou le courant pour les droits des animaux, évidemment, ça s'inscrit beaucoup là-dedans. Donc, les fameux philosophes, par exemple, Peter Singer, là, l'Australien, là, ce qu'on appelle l'animalisme, et le spécisme, l'antispécisme. Donc là, L'antispécisme, on vient ouais. encore de trouver dans le podcast une manière de revenir sur de la philosophie politique. Mais dans l'antispécisme, c'est quoi? C'est le spécisme, c'est comme le racisme appliqué aux animaux, là. Donc, le concept de libération animale. Donc, tu as toute une espèce de mythe à gauche qui voit les animaux dans les abattoirs comme le nouveau prolétariat. Donc, il y a même des métaphores très, très maladroites, là, du genre, on compare notamment le sort réservé aux porcs à des génocides, etc., là. Donc, on parle de génocide des animaux, là. C'est fort à gauche, là. Donc, je pense que le véganisme participe évidemment de ça. Donc, mais de là à être devenu une sorte d'idéologie officielle promue par le gouvernement libéral, parce que même si c'est un projet de loi privé, les libéraux l'ont quand même appuyé avec le NPD. Je salue d'ailleurs le Bloc québécois qui s'est opposé au projet de loi. Mais la question, dans le fond, c'est ça. Comment c'est possible? C'est que on est encore une fois devant un courant idéologique de fond qui remonte à plusieurs années et c'est pour ça que c'est important d'anticiper aussi ces courants-là. Tu sais, en 2015, quand j'ai publié mon livre, les gens trouvaient que c'était un peu d'avance, là, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Ah, mon Dieu, Ah, c'est t'exagères, ça, exactement. t'exagères. Mais c'est plus vrai que jamais. Là, tu sais, quand j'écris les logiques apocalyptiques de l'écologisme, on est en 2015, puis déjà, pour moi, ça fait longtemps que c'est déjà commencé. Là. Donc là, on est plus que jamais là-dedans. Là. L'apocalypse, évidemment, là, est climatique. Puis hier, il a fait chaud, tu comprends, à l'Halloween. Puis bon, évidemment, c'est la déesse mère qui s'est fâchée contre nous, là, pauvres pêcheurs qui avons pris notre auto. Là. Euh, donc, la colère des dieux, finalement, contre l'homme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est 2 scolaires quand même. La petite brise était intéressante Oui, hier. ben pour les enfants, en tout cas, moi, c'était parfait pour aller récolter les bonbons avec. Récolter le sucre, ah ben, inquiète-toi pas, ça sera pas interdit par le projet de loi, je pense. Les sucres et les friandises qui Il y en a un qui s'intéresse beaucoup à ça, Francis, aux États-Unis, évidemment, c'est Robert Kennedy. donc d'un côté, on drogue au sucre, on surexcite et de l'autre côté, on leur donne du ritalin pour, amoindrir les effets du sucre. Donc, waouh, la boucle est bouclée et il y a quelqu'un qui s'est pris une cote entre les 2 là. C'est possible. Euh, mais on remarque aussi, c'est ça, on est dans la normalisation de l'état d'urgence. Vous voyez, tu sais, c'est l'héritage de la pandémie. Bon, beaucoup de gens, vous êtes encore scotchés là-dessus. Ben non, c'est parce que qu'est-ce que voulez-vous? Il y a eu une pandémie 2 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des mœurs, c'est-à-dire des mentalités. On est encore dans une logique de santé publique, c'est-à-dire l'extension du domaine de la santé publique constamment. Aujourd'hui même, Francis, on a appris que la santé publique était préoccupée par les sifflets de train. Excusez-moi, là, j'ai inventé quelque chose, moi, là. Les sifflets de train qui nuisent et qui pourraient provoquer des crises cardiaques, etc. Et franchement, là, on est loin du front en Ukraine quand même. Là. Donc, on est dans. C'est que la COVID aussi, c'est un symptôme Oui, oui. d'un mouvement sous-jacent et donc là, on parle pas de COVID, là. C'est-à-dire que la COVID était un élément, mais cet élément-là qui est sous-jacent, il y a plusieurs manifestations et ça, c'en est une autre. Oui, ben la COVID, dans le fond, ça a été. Ça a permis de libérer, pas le refouler, mais il y avait un état d'esprit qui nous prédisposait à adhérer aux politiques sanitaires. Là. Donc, effectivement, excusez-moi, c'était pas nouveau. C'était évidemment, ça s'inscrivait un peu dans l'air du temps, malheureusement. Puis bon, avec un peu d'ingénierie sociale, Puis c'est encore voire là. beaucoup d'ingénierie sociale. Mais quand on- Puis c'est encore là. Donc, ça peut il faut être attentif aux différentes manifestations. Parce que, bon, oui, la COVID, c'était comme le nec plus ultra. Là. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça. Cette logique s'appliquer d'une manière aussi radicale dans nos vies, en brimant nos libertés. Mais quand même, si on regarde la tendance lourde, notamment au Québec, on est encore dans le même paradigme, là, dans le même modèle. Ouais, Donc, ouais. on attend la prochaine fois où est-ce qu'on va nous enfermer finalement. Ouais, ben écoute, évidemment, c'est beaucoup On essaie de l'environnement. combattre son apparition. Je pense que ça marcherait pas pour l'instant, mais il y a beaucoup de. La santé publique, ça peut s'immiscer partout, là, dans le sens où quand c'est rendu que bon, des foyers de combustible, comme on appelle ça finalement à Québec, là, les fameux foyers
d'ambiance, je pense, là, bon, qui causerait. Les foyers à bois, nous, à Montréal, ça fait longtemps que j'ai perdu mon foyer chez nous, là. Ah oui, Donc bon. ouais, et les calèches et tout ça. Je veux dire, il y a comme il y a véritablement un mouvement qui essaie de restreindre les libertés, Toujours au nom de votre mais santé. c'est bon. Ouais, c'est au nom de la santé. C'est au nom aussi, c'est plus que ça, je pense, c'est vraiment religieux au sens, englobant du terme, là. C'est-à-dire que c'est comme une cosmologie et on essaie d'appliquer une croyance religieuse à l'entièreté du réel et je pense que, pour revenir à l'article, et c'est ton entrevue avec Sylvain Charlebois, on a affaire justement une inversion. Donc, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'on a affaire à une inversion, par exemple, de la dignité, c'est-à-dire que ce qu'on appliquait seulement à l'être humain, c'est-à-dire une dignité humaine propre et unique? Par exemple, si on tue une vache, on se fera dans les bons, en suivant la loi, là, mais là, si on tue une vache pour la manger, on ne sera pas accusé de meurtre. Pourquoi? Parce que c'est considéré par notre organisme juridique que la vache a moins de valeur, entre guillemets, intrinsèque que l'être humain. Donc, il y a une différence substantielle entre l'humain et l'animal. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est en train, au contraire, peut-être par des choses comme Walt Disney et tout ça, où est-ce qu'on faisait parler des animaux et tout ça, on a essayé d'étendre et on a créé une confusion entre la séparation essentielle entre l'humain et l'animal et en incluant les animaux dans notre nature, en devenant l'un d'eux, on a fait en sorte qu'on a réduit notre propre Oui, dignité. Donc, est-ce que absolument. tu vois un lien entre la dignité le surplus de dignité qu'on donne aux animaux aujourd'hui et et le- la- au contraire, le moins de dignité qu'on donne à l'être humain? Ah, absolument. On est tout à fait là-dedans. C'est un nouveau paradigme qui peut être décrit par des Chantal Delsa là, aussi, c'est-à-dire, pour le résumer, on est passé d'une logique d'un monde monothéiste à un monde polythéiste, là, au sens, on retourne vers des sortes de paganisme, c'est-à-dire à des croyances littéralement païennes. Et dans le cas de l'animalisme, des droits des animaux, on est dans ce que Maffesoli, par exemple, appelle le réenchantement du monde, c'est-à-dire là, on va effectivement, c'est-à-dire les animaux. Comme les Égyptiens, là. C'est comme les Égyptiens, il y avait des dieux qui étaient mi-hommes, Oui, oui, oui. mi-animaux. Mais c'est ça, on est dans le. Il y avait l'humanisme, hein, c'est-à-dire, puis bon, c'est-à-dire l'homme, et maintenant on est un peu dans un post-humanisme, on est dans autre chose. Et évidemment, il y a du bon dans la dignité animale, si on peut appeler ça comme ça. Oui, oui, oui. Personne n'est pour la cruauté animale, puis c'est correct. Mais il y a quand même de plus en plus aussi des faits divers qui dénotent, disons, un détachement, un manque de considération pour l'humain. Par exemple, de plus en plus, on va voir, Francis, des gens qui vont causer des accidents parce que ils vont essayer de sauver des animaux, mais finalement, c'est le gars en arrière qui se tue en char, là. On avait Ça vu ça, arrive, là. on rit, là, mais c'est vraiment arrivé. Quelqu'un qui a Oui, fait oui, c'est arrivé. une jeune dame, une jeune fille qui, il y a Des quelques canards années, sur était l'autoroute. arrêtée sur l'autoroute pour laisser passer une famille de canards et un homme et sa fille en moto derrière elle sont morts et elle a fait de la prison pour négligence criminelle, je crois. Là, il faudrait Exact. refaire le suivi avec le dossier. Peut-être libération conditionnelle depuis. Mais on voit que disons, ce surplus de dignité qu'on donne aux animaux, qui leur est intrinsèquement étranger, pour le dire ainsi, peut avoir des conséquences Ah graves oui, concrète. sur des êtres C'est humains. ça, concrète. Donc, puis même récemment, je pense que c'est cette semaine, il y a quelqu'un qui a fait un accident impliquant un cerf là, sur l'autoroute et la personne est partie avec le cerf et non avec la personne blessée dans l'auto. Je veux dire, c'est complètement fou, là. Mon Donc, Dieu. puis moi, les gens savent que j'adore mon chien. Là. La question, c'est pas qu'on est contre, évidemment, les bienfaits aussi des animaux de compagnie. Puis personne n'est pour donner un coup de pied gratuitement à un animal. Puis c'est pas ça. Mais il faut bien comprendre qu'effectivement, on est dans un changement de paradigme. Ça va amener il va y avoir des impacts. Et là, on est devant un gouvernement, le Trudeau, qui s'ingère qui veut en tout cas s'ingérer dans les assiettes des Canadiens pour justement répondre à ce changement de paradigme, mais pas positivement. Là. C'est-à-dire on est quand même encore dans une ingénierie sociale. Et l'alimentation, puis moi qui avais une maîtrise en sciences de religion, puis j'ai étudié les religions, l'alimentation, c'est très, 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 comment dire, c'est très important. Il y a quelque chose d'une sensibilité là-dedans. Ça détermine beaucoup certains rapports
qu'on a avec soi-même, etc., puis avec les autres. Tu sais, il y a une dimension sociale aussi, évidemment, dans, par exemple, les interdits alimentaires dans les religions. Genre, c'est central, là, ça détermine qui vous êtes par rapport à d'autres. Donc, il y a une dimension identitaire, etc. Donc, quand on est dans l'alimentaire, on est dans quelque chose de très, très sensible. Il faut faire très attention avec ça, là. Je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire, non, le gouvernement qui s'arroge le droit de dicter une diète, là, ça fait, le gouvernement se prend pour Dieu, là, d'une certaine façon, là. C'est Mmh. très, Ouais, très, très c'est une religion, c'est-à-dire qu'il se fait lui-même religion mauvais. lorsqu'il fait ça, là. Donc, c'est une mauvaise compréhension de la laïcité. Ah ben oui. Avant d'essayer la laïcité, ce n'est pas c'est bien sûr, maintenir les religions à l'extérieur de l'État, mais c'est aussi maintenir l'État à l'extérieur des religions. Oui, non, non, effectivement, ben, le Canada n'a jamais été très laïque, finalement, mais en tout cas, bref, lisez l'article qui fonctionne en passant très bien, là. C'est un Mmh. article qu'on peut dire viral. Mais je dirais un autre élément pour parler de ça, là, avant de conclure là, sur la question, parce qu'on a d'autres articles Ben oui, ben à oui. discuter. Il y a un passage justement de la précision à la confusion aussi, là. C'est-à-dire que là, au niveau logique même, c'est-à-dire qu'on passe d'un monde défini où est-ce qu'on avait des frontières entre les êtres, on avait une frontière entre l'être humain, par exemple, et les autres animaux, donc des frontières définies. Là, on passe à un régime de la confusion où est-ce que l'être humain et les animaux sont vus comme une seule et même chose. Ouais, peut-être qu'il y a des différences de degrés, etc., QI, capacité de résoudre des problèmes et tout ça, utilisation des outils, machin, technologie. Mais fondamentalement, on est dans la même nature entre les êtres humains et les animaux. Mhm. Mais de la même manière, donc on passe de la précision à la confusion, mais de la même manière, tu l'as mentionné toi-même, le projet de loi lui-même utilise un langage extrêmement large, extrêmement abstrait, extrêmement imprécis. Donc là aussi, on passe d'un régime légal parlementaire où est-ce que les lois sont précises et vont dans le cas précis à des lois qui sont vagues, confuses, liées à l'interprétation. Est-ce que tu vois, y a-t-il un lien à faire entre ce passage de l'identité, de la précision et tout ça, Mhm. à la confusion au niveau légal même? Ben, je vais essayer de répondre. Ben, en fait, moi, j'y vois la normalisation de l'état d'urgence, là. Ici, on est dans. Le prof Caron travaillait aussi là-dessus, là, c'est-à-dire vraiment, on donne des prérogatives en fonction d'une urgence à venir, là. Donc, je pense que ça explique le caractère très large de la loi. Ensuite, l'imprécision. Écoute, je te laisse avancer une hypothèse parce que moi, je ne vois pas vraiment autre chose Ah, que ça. l'hypothèse était dans la question, là. Ouais. Mais ouais, je te laisse préciser quand même pour nos auditeurs. Non, non, ben, c'est simplement ça, c'est-à-dire que c'est comme si on était incapable, tu sais, on parle souvent justement, bon, on est incapable de définir les choses puisque par exemple, la définition d'une frontière, la définition géographique d'un pays, c'est ses frontières. On est l'incapacité à saisir ou à accepter la condition de pays, on le voit dans le refus des frontières, le refus de Ah oui, ok, concevoir oui, le oui. citoyen, le non-citoyen, l'incapacité de concevoir bon, le religieux du politique et tout ça. Donc, c'est comme si on était tous en train d'entrer dans un monde de la confusion où est-ce que les distinctions rationnelles n'ont plus de pouvoir. Non plus de pouvoir. Homme-femme, on essaie. Vous Ben, voyez, c'est ça il aussi, y le a quelque chose, il y a transhumanisme, comme c'est une ça, logique hein. sous-jacente, presque psychologique, ou je dirais même cognitive, d'une incapacité à, à donner de la place à la précision dans le réel. C'est une hypothèse que j'aimais comme ça, là. Mais il me semble que, oui, la question, donc on veut normaliser, on veut faire en sorte qu'on ait le plus d'espace possible si jamais il y a une pandémie. Donc, on vote des lois larges pour pouvoir les appliquer d'une manière arbitraire lorsque le moment est venu, oui. Mais en même temps, il y a comme une tendance législative là, à vouloir étendre toujours plus les notions, à confondre. Bon, on peut changer de ci, on peut changer de ça, on peut changer de nom, on peut changer de pays, on peut changer d'identité, Ouais, on peut ouais, ouais, changer de OK. passeport. Il y a comme une incapacité à concevoir l'identité d'une manière stable et on est comme dans le mouvement perpétuel. Intéressant. Hem, Sinon, C'est très sous-jacent, ouais, c'est ouais, sûr que ouais, c'est ben, difficile. dans la confusion aussi, puis l'abolition des frontières, on le voit dans le transhumanisme, évidemment, puis dans le transgenrisme et le transspécisme. Le On parlait transspécisme, d'antispé voilà. écoutez, on a trop de concepts encore aujourd'hui dans le balado, mais qu'on appelle le transspécisme, notamment abordé par le philosophe péruvien Miklos Lucas, qu'on interviewe récemment à Mexico. Je vous invite à aller revoir ce reportage-là, d'ailleurs, que j'ai fait à Mexico.
avec 3 entrevues avec 3 penseurs du conservatisme, finalement, latino-américain. Et Miklos est un spécialiste du transspécisme. C'est quoi? C'est l'inter... C'est le... C'est pas le transgenrisme, ça, c'est le trans entre les espèces, là, finalement. Et donc, il y a des laboratoires hyper, hyper riches, finalement, hyper subventionnés, autant par le privé que par le public, qui se penchent évidemment sur, par exemple, greffer, par exemple, des cœurs de porc à l'humain, et on a créé toutes sortes de chimères, en fait, déjà en laboratoire. Donc, la frontière entre l'humain et l'animal pourrait s'atténuer. Lui, il est très inquiet, il anticipe toutes sortes de scénarios. Et on le voit même dans les écoles. Il y a aussi on a vu même un article aussi à Libra-Média, des jeunes qui se prennent pour les animaux dans des écoles du Québec. Là, vous voyez, l'état de la santé mentale, le déclin est incroyable. Mais il y a au Québec des jeunes qui ont en laisse d'autres jeunes dans des écoles. Donc, des gens qui se prennent pour des chopes des chiens dans des corridors d'école au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tu parlais tantôt des Égyptiens, bon, hommes avec tête de chien, là, ben, on est exactement là-dedans. Là. C'est fou. Les gens vont trouver que le podcast est flyé, mais c'est pas le podcast qui est flyé, c'est l'époque. Là. Réel, ouais, exactement. Donc, nous, on essaie de faire sens et essayer de trouver des éléments d'explication à des choses qui sont très mystérieuses. Donc, il faut réfléchir vraiment et laisser libérer la parole pour pouvoir essayer de faire sens à tout ça et peut-être se prémunir des effets négatifs parce que le paganisme, on sait où ça mène souvent, malheureusement. Un deuxième article, mon cher Jérôme. Immigration, le PQ accuse les médias de diffuser des mensonges. Alors, dans un article signé Xavier Bélanger-Costa, le PQ accuse les grands médias de diffuser une vision biaisée et simpliste du problème de la pénurie de main-d'œuvre au Ben Québec. oui, c'est intéressant ça. Hein? Donc, le PQ sera-t-il accusé de verser dans une forme de complotisme ou de désinformation? Donc, oui, le PQ, c'est un rapport, en fait, cette semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon a déposé le plan d'immigration de son parti. Donc, on vise notamment à réduire substantiellement l'immigration au Québec. D'ailleurs, cette semaine, on a appris que François Legault, la CAQ, allait accueillir, enfin, c'est le gouvernement du Québec, là, mais euh, allait accueillir 67 000 immigrés en 2025. Donc, la CAQ qui toujours parle d'identité finalement pour flatter son électorat quand ça va mal. Hein. Ça, vraiment, la CAQ, c'est vraiment un nationalisme de pacotille. Là. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces seuils-là, ce serait quand même bien que la CAQ tienne certaines promesses une fois de temps en temps. Est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas trop. Là. On pense que non, finalement. Mais donc, le PQ qui, écoute, c'est une page, mais une page, disons, très, très parlante là, dans ce plan-là. Donc, on est carrément, écoute, le PQ n'y va pas de main morte. On accuse carrément certains médias et même on donne des exemples. Le Devoir, le Journal de Montréal et Radio-Canada donc, sont cités en exemple comme des plateformes qui ont finalement participé à une forme de propagande, qui ont propagé même ce qu'on décrit comme des mensonges et des contre-vérités par rapport à l'immigration. Donc, on dit que les bienfaits de l'immigration, en fait, économiquement, c'est basé sur finalement des mythes médiatiques. Là, et le PQ dit non, ce n'est pas scientifique du tout. Beaucoup d'études qui démontrent que un immigré comble un besoin pour en créer un autre, etc. On peut en discuter. Vincent Geloso, probablement l'économiste, serait probablement pas d'accord avec cette vision-là. Donc, on peut en discuter, mais c'est intéressant de voir le PQ qui se mouille hein, et qui c'est ça, et qui attaque quand même de front les grands médias. Donc, comme quoi, il n'y a pas seulement les méchants complotistes d'extrême droite qui des fois, ont un regard critique envers les grands médias. Et ça donne une leçon aussi, c'est-à-dire, ça sert à rien d'accuser vos adversaires de verser le complotisme parce que un moment donné, vous allez avoir contre vous des éléments dans les médias qui, ben c'est ça, qui vont à l'encontre de vos intérêts et Pourquoi, d'où ça vient ça, Est-ce que ça vient de Walt Disney, encore une fois, pour revenir à cette question-là? C'est-à-dire qu'autrefois, on avait des contes qui étaient intelligents qu'on enseignait aux enfants. Par exemple, le petit gars qui criait au loup. Est-ce que c'est parce qu'on a arrêté d'enseigner ça aux enfants? Peut-être que c'était trop méchant, un loup, méchant. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas là-dedans? je sais pas. Il me semble que c'est évident. Apparemment, les pattes patrouilles, puis ça, ce serait pas très bon. Je sais pas trop. On a de la difficulté quand même, tu sais, comme parents,
on ne peut pas tout non plus monitorer, surveiller tout ce que notre enfant va consommer sans dire Non, mais au moins enseigner les bonnes Oh choses. oui, tout à C'est-à-dire, fait, le petit gars évidemment. qui crie au loup, c'est très simple. L'enfant Mais il y a beaucoup comprend que si jamais il Mhm. abuse de son nom et il crie d'une manière irresponsable, finalement, la dernière fois, quand il y aura véritablement un loup, personne ne va le croire. Donc, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas là-dedans? Il me semble que Ouais, ouais, c'est de la garderie. C'est le niveau garderie ouais, en ouais, ouais. philosophie et en stratégie. Ben, le Québec est bon en termes de garderie, là. Mais oui, il y a comme des principes élémentaires qui se sont perdus. Donc, oui, il y a comme un manque de maturité et comme d'expérience, en fait, politique, là. Est-ce que le PQ, bon, ça n'a pas été repris dans les médias, là. C'est vraiment Libre Média qui a commis ça, qui a mis ça en valeur, finalement, ce qui est mentionné dans le rapport. Les grands médias, justement, se sont attardés plutôt à présenter le PQ comme évidemment un parti limite xénophobe, là, parce que, bon, on veut réduire substantiellement les seuils d'immigration. Mais je sais pas, le manque d'éducation. Mais le Québec, tu sais, que veux-tu actuellement? Ça vole pas toujours haut, là. On n'a pas des politiciens, généralement, qui font preuve d'un. Les politiciens représentent la société en général. Donc, s'il y a une baisse du QI, s'il y a une baisse de la culture générale, s'il y a une surspécialisation de certains métiers, par exemple, où sont nos meilleurs, entre guillemets? Ils sont dans des métiers qui sont accaparés par la surspécialisation, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus avoir de vision générale des choses et ils deviennent complètement idiots dans d'autres domaines que ceux de leur propre spécialisation, on pourrait dire, par exemple. Un cardiologue devient complètement aveugle aux problèmes pulmonaires lorsqu'il considère son patient parce que c'est pas sa spécialité, mais finalement, il se rend pas compte que le problème de son patient, le problème de cœur de son patient est un symptôme du problème pulmonaire plutôt que la cause. Donc, il y a toujours une question de vision globale qui s'est perdue au Québec. On le voit aussi dans les médias avec toujours le spécialiste de. Le but des médias, c'est justement de retrouver une vision globale et non spécialisée. Et donc, on se base sur les faits que peuvent nous donner les spécialistes, mais on revient au global. Et il y a comme un enjeu à ce niveau-là, là, au Québec, un peu à l'Occident, dans l'Occident en général. Mais lorsque, par exemple, le PQ dit que les médias sont biaisés et simplistes, il y a raison d'une certaine façon. Qui ne le savait pas que les médias actuellement étaient simplistes, réduisaient et étaient biaisés d'un côté ou de l'autre? C'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est l'explication du problème auquel il fait face en ce moment? Ou est-ce qu'il va encore d'une manière trop large et finalement il rate la cible? Ben oui, je pense que c'est un problème, la surspécialisation. Effectivement, là, on a beaucoup moins de vision d'ensemble. On a de plus en plus de techniciens de tout ce qui existe, en fait. Donc, mais ça prend des généralistes, finalement, parce qu'il n'y a pas de vision d'ensemble. Donc, le PQ, enfin, est-ce que. Vive le retour des généralistes. Oui, je dirais ça. Ou pour faire le poids, c'est-à-dire conversation entre les spécialistes et les généralistes. Est-ce que c'est une chose qu'on a de besoin? On pourrait poser la question à Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce qu'il en pense? Il doit avoir une opinion sur le sujet. Immigration, le PQ accuse les médias de diffuser des mensonges. Un article de Xavier Bélanger-Costa à lire sur Libre Média au libre-media.com. La liberté d'expression subit une attaque sans précédent. Au Royaume-Uni, des internautes ont été arrêtés pour de simples retweets. En France, Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté dans des circonstances encore floues. Au Brésil, X a été suspendu. Des démocrates américains rêvent de bannir ce qu'ils appellent la désinformation. Le Canada n'échappe pas à cette vague de censure. Libre Média se tient debout. Libre Média est le seul média indépendant au Québec à offrir des analyses, mais aussi du contenu journalistique montrant l'envers du décor. C'est vrai, nous avons connu un départ canon, mais nous avons encore besoin de vous. Il en va de notre durabilité. La liberté d'expression n'est pas gratuite. Elle exige des sacrifices, il faut investir en elle. Abonnez-vous, faites un don et rejoignez notre communauté.
Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Alors, Jérôme, un autre article publié sur Libre Média, Trump chez Rogan, nouveau coup dur pour les médias traditionnels. Alors, on en a déjà parlé dans la première partie de l'émission, mais là, on va pouvoir approfondir peut-être avec un cas en particulier. C'est-à-dire que, selon dans l'article, la censure des voix divergentes a contribué à créer un écosystème numérique alternatif, dont cette entrevue extrêmement populaire entre Donald Trump et Joe Rogan serait un effet, selon toi. On est rendu à combien de visionnements? Millions de visionnements, là, Francis? C'est plus de... Et 80 et plus, C'est incroyable. si on calcule. Il faut additionner les plateformes. Ah oui, c'est en plus, ben c'est ça, parce que j'imagine que ça a été diffusé ailleurs que YouTube. Donc, sur des plateformes comme Rumble. Sur X. C'est ça. X, Ouais. notamment, bon. Donc, c'est ça. Écoute, un nouveau coup dur, effectivement, pour les médias traditionnels qui, finalement, vont-ils survivre, hein, finalement, à cette transition? On sait que, en tout cas, au Québec, au Canada, c'est beaucoup les subventions qui les tiennent. Mais c'est ça. Comme je pense que cette entrevue-là, comme d'ailleurs l'entrevue de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine, c'est comme des événements là, vraiment symptomatiques de ce passage d'un monde à l'autre du numérique. Ce changement de paradigme-là m'apparaît plus positif. Par contre, ça explique toutes la réaction très viscérale, finalement, des gouvernements qui perdent le contrôle du message. Donc, ça répond beaucoup à ça. On sait, finalement, hein, que pourquoi on parle autant des informations, etc. Ben oui, c'est vrai qu'il y a des fois des fake news qui circulent sur Internet. Mais c'est beaucoup un instrument conceptuel, la désinformation qu'on utilise pour museler finalement les voix dissidentes. Donc, Donald Trump qui est apparu aussi, comme quelqu'un de relativement normal. Là. Donc, tu sais, l'entrevue montre aussi, Francis, que à quel point finalement, les médias sont habiles pour Diaboliser. la mise Mais en encore une scène. fois, est-ce que c'est Ça pas marche. est-ce que c'est pas crier au loup, encore une fois? C'est-à-dire, dictateur, 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 mais là, il y a plus est-ce qu'on est rendu au moment où plus personne les croit? Écoute, la confiance dans les grands médias continue de diminuer. Au Québec, on se maintient un peu plus haut, là, que beaucoup plus haut, en fait, que chez nos voisins américains. Là. Aux États-Unis, vraiment, ça semble vraiment... c'est plus qu'amorcé. Là. On a passé carrément d'un monde institutionnel à une pluralité, finalement, c'est le monde du podcast, hein, c'est le monde du podcast essentiellement. Le podcast est une révolution quand même, hein, finalement. C'est le véhicule actuellement le plus engageant, je pense, dans les plateformes, sur les plateformes comme YouTube. Donc bref, Rogan c'est ça, qui enfonce un clou supplémentaire dans la tombe des grands médias. C'est des questions qu'on va aborder dans nos 2 prochaines conférences, d'ailleurs, à Québec et Montréal. À Québec, je le rappelle, c'est le 12 décembre, à Montréal, le 15 décembre. Donc, procurez-vous vos billets. Le panel est incroyable. Les 5 panélistes, c'est vraiment un line-up, comme on dit, assez exceptionnel. Donc, on va parler de tout ça. Donc, puis le grand paradoxe, c'est à quel point la censure a été contre-productive. C'est-à-dire, finalement, les grands médias ont, on le sait, exclu tout un ensemble de voix dissidentes, effectivement, comme la mienne, un peu, on peut dire, là, comme les nôtres. Et à force d'exclure les points de vue comme les nôtres, finalement, les gens se sont rabattus sur d'autres moyens. Donc, il a fallu qu'on fasse faire preuve de débrouillardise. Donc, ça a fait en sorte que des Yann et Frank, qui peut-être n'auraient pas eu de tribune à Radio-Canada, ils se sont dit, écoutez, nous autres, on va faire un podcast. Les gens ont commencé à écouter ce podcast-là. Donc, tu sais, ils ont contribué, en fait, les grands médias et la gauche mainstream. Là, je mets toujours des guillemets à gauche et droite maintenant. Ils ont contribué eux-mêmes à faire naître, finalement, à propulser en quelque sorte leurs ennemis, entre guillemets, parce que s'ils avaient continué à inclure ces voix-là, on serait toujours à Radio-Canada, on serait sur tous les panels
Je veux dire, les gens iraient, tout le monde en parle, il y aurait un véritable débat, mais les gens n'avaient pas d'espace pour s'exprimer. Donc, ils en ont trouvé, ils en ont créé, et on se ramasse avec, c'est ça, ils ont créé un dynamisme, ces voix dissidentes, et un dynamisme contre lequel les grands médias, les médias traditionnels, ont de plus en plus de difficultés à rivaliser, là. Puis est-ce que c'est juste les médias ou est-ce que les médias ne sont pas, disons, les porte-voix de l'establishment? Tu sais, je veux dire, j'essaie de sortir un peu du cas dans lequel on est, nous, notre époque, mais parce que je pense qu'il y a des modes, des patterns qui se reproduisent d'époque en époque, mais est-ce qu'on n'est pas justement simplement vers une élite qui se sent menacée et qui défend ses droits et qui le fait de manière maladroite, puisque justement, elle n'arrive pas à comprendre Mhm. les mécanismes qui sont en jeu. D'un côté, on peut faire un parallèle, par exemple. Oui, les médias traditionnels ont été contre-productifs pour leur propre cause en censurant les gens et en faisant en sorte que des points de vue ne puissent pas s'exprimer. Donc, ça a contribué au boom du podcast, comme tu l'as mentionné. Mais d'une même manière, pour revenir à Trump aussi, les tribunaux et en multipliant les accusations contre Trump et en essayant de le rendre inéligible à la présidence d'une manière en utilisant les tribunaux, ils n'ont fait que mousser la candidature de Trump. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, encore là, maladresse et encore là, establishment qui essaie de se défendre contre quelque chose qu'il perçoit comme menaçant. Ouais, ouais, ouais. Donc, on est un peu dans la même maladresse d'un establishment qui est complètement dépassé par les événements. Ah ouais, ben c'est ça, c'est un mauvais calcul. Puis évidemment, tout ça se fait euh, informellement. Là. C'est-à-dire, il y a pas, les grands médias, évidemment, ne sont pas réunis. Les directeurs de ces plateformes-là ne se sont pas réunis un jour pour dire, bon, là, on va censurer Mathieu Bock-Côté, je sais pas. Là, ça s'est jamais passé comme ça. Mais quand on regarde le portrait global, justement, on voit que c'est quand même ça là, qui s'est produit. Mais évidemment, tout le monde y participe. L'institution, évidemment, est plus grande que toi. C'est-à-dire, on ne peut pas accuser, par exemple, une personne à Radio-Canada d'avoir fait ça. Tout le monde a un peu fait ça. Euh, mais le résultat, je pense, c'est assez clair. Je pense que. Et on le voit un petit peu, là, on voit qu'il y a quand même une réponse des grands médias actuellement à essayer quand même. Ben, d'abord, ils essaient de se moderniser. Là. Bon, c'est pas tout à fait habile. On le voit bon, chez des confrères, finalement, qui adoptent un peu les méthodes ou l'esthétique, finalement, des médias indépendants, alternatifs. Donc, tu sais, bref, il y a plusieurs exemples. On essaie par exemple, d'aller chercher le public jeune. Mais des fois, c'est très ringard. Hein? C'est pas toujours très bien fait. Donc, ils vont avoir de la difficulté, les grands médias, à imiter, en fait, ce qui se fait chez les petits, entre guillemets, médias. Mais c'est ça, ça s'est fait de manière informelle. Puis, c'est ça, ils essaient aussi de donner un espace. Je pense qu'ils ont essayé quand même, on le voit, ben, par exemple, à Radio-Canada, en donnant la parole, par exemple, à Jacinthe Ève Harel, qui ne fait pas du tout consensus là, parmi leurs auditeurs. Donc, il y a une espèce de prise de conscience. Je pense qu'ils sentent quand même qu'ils perdent beaucoup d'auditeurs. Donc, mais je pense que ce ne sera pas suffisant parce que les salles de rédaction sont complètement idéologisées. Puis, ils ne réussiront pas à se sortir ils sont tellement enlisés dans l'idéologie, finalement, que je ne pense pas qu'ils vont être capables de. C'est un peu trop tard, en fait. Mais c'est des subventions, on le sait, au Québec en particulier, qui les tiennent. Donc, on va voir. Ouais, des subventions basées sur une dette qui ne fait que brûler la. Enfin, on ne rentrera pas dans l'économie, là, mais qui ne fait que brûler l'argent des épargnants canadiens en diluant la valeur de la monnaie. On est vraiment dans une optique d'un pouvoir qui est prêt véritablement à brûler toutes les maisons, toutes ces économies, la paix sociale et tout Ça va pour se mal, hein? maintenir au pouvoir. Quand on regarde, écoutez, même Mm. les prisons, ça va mal. La DPJ, ça va mal. En fait, il y a beaucoup de choses où l'État est, où ça va mal actuellement. Là. Vraiment, il y a une dégradation de la société actuellement au Québec et au Canada. Ça se manifeste partout. C'est-à-dire, on le voit autant à DPJ que, écoute, les prisons. Ça aussi, c'est quand même symptomatique. On n'en parle pas parce qu'on n'y est pas, nous autres, en prison. Là. Mais les droits des détenus, apparemment, sont de moins en moins respectés. Il y a combien de dossiers, finalement, où ça va mal?
qui relèvent du gouvernement fédéral ou provincial, ça commence à être beaucoup. Là. L'itinérance, on le sait, ça a beaucoup augmenté. Bon, évidemment, le gouvernement n'est pas là dans l'itinérance, mais c'est un symptôme aussi de l'augmentation du coût de la vie, de ces mauvaises politiques économiques, etc. Puis évidemment, toute la post-pandémie. La question de la drogue aussi, c'est-à-dire légaliser les drogues et les gens seront drogués. Là. Il y a un lien entre légalisation et encouragement. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Le système d'éducation, on n'en parle pas, puis on apprend toutes sortes de choses aussi, là, évidemment, à l'école Bedford, le manque de courage des autorités scolaires face à l'islamisation. Bon, oui, c'est bien de dénoncer, mais on comprend que tout le monde s'est couché finalement devant ça. Donc, les enseignants qui, ont eu une augmentation récemment, mais qui auraient une augmentation de la tâche en même temps. Donc, dans les écoles, ça ne va pas tout à fait bien non plus. Les garderies, manque de personnel constamment. À Québec, si c'était pas des femmes issues de l'immigration, il n'y aurait pas d'éducatrices en garderie à Québec. Non, ça commence. Le portrait d'ensemble, honnêtement, Francis, là, l'État actuellement ne brille pas, là. Mais vraiment pas. Là. Il y a une volonté, on pourrait dire même prométhéenne, ou disons l'État-providence, là, c'est le dit dans le mot, là, c'est l'idéologie. C'est un État qui se prend pour Dieu et un Dieu provident et qui veut le bien de ses ouailles. Et donc, on voit que qui embrasse trop mal étreint. Donc, il veut tout faire et finalement, il finit par ne rien faire. Donc, on réfère moi aussi, je vais référer à mon livre « Une révolution pour rien ». Mais il y a clairement un problème au niveau même mécanique de l'État. Là. C'est-à-dire que, je veux dire, qu'il s'occupe de ses missions principales, duquel on pourrait éventuellement discuter de l'exclusion des soins de santé et de l'éducation. Et peut-être que ça irait mieux. Là. Laisser à la société civile le lieu, disons, l'espace pour prendre ses responsabilités aussi. Oui. Non, j'ai l'impression que les prochains mois, prochaines années vont beaucoup nous donner raison dans tout ce qui concerne l'État. Puis là, tu vois, on apprend cette semaine aussi que Santé Québec, une agence qui n'est même pas vraiment encore mise sur pied, qui augmente le salaire de ses cadres de 10 %. Écoute, c'est même pas encore en marche, cette grosse patente-là. Puis écoute, récemment, on a appris aussi que Québec, rappelons-le, envisageait de retirer le médecin de famille à des gens en santé. Imaginez, là, ça va très mal. Là. Je pense que ça fait 6 mois là, que je suis censé recevoir ma carte d'assurance maladie. En tout cas, c'est fou raide. Bref, on invite les gens. Je reviens sur les 2 conférences juste avant, parce que c'est ça, toutes ces transformations-là vont être abordées, je le répète, à ces 2 conférences-là. Donc, réfléchir, explorer, venez explorer l'avenir des petits et grands médias avec nous en décembre. Trump chez Rogan, nouveau coup dur pour les médias traditionnels. Un article à lire sur Libre Média au libre-media.com. En terminant, Jérôme, quel est ton grand enjeu de la semaine? Faites pas le saut parce que c'est pas tout à fait beau. Un article de Maxime Delan, publié sur le site de TVA Nouvelles. Avez-vous été témoin de l'anulingus de Val-d'Or? Désolé, hein? Le 31 octobre. Donc, la Sûreté du Québec prend la situation au sérieux. Donc, on recherche des gens qui, c'est ça, se seraient adonnés à cette pratique sexuelle en plein air. Et évidemment, TVA a jugé que c'était très, très pertinent de relayer ça sur ces plateformes. Et on rappelle que ce podcast est pour les gens âgés de 18 ans et plus. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Bon week-end à tous les auditeurs. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.